Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a participé ce jeudi à la cérémonie d'ouverture du 23e sommet du COMESA à Bujumbura, marqué par la passation symbolique du pouvoir entre le président sortant et entrant. Et puis lutte contre le paludisme, la cérémonie d'introduction du vaccin contre le paludisme dont le programme élargi de vaccination en RDC a eu lieu ce jeudi à Mbanza-Ngungu dans le Congo central, un moment historique qui marque un tournant dans la lutte contre les paludismes. Et puis en international, la forte progression de prix de karité au Bénin s'inscrit dans un contexte global des reports de la forte demande internationale sur les autres. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'est jeudi à Bujumbura, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a participé à la cérémonie d'ouverture du 23e sommet du COMESA qui coïncide avec le 30 ans de cette organisation sous-régionale. L'événement a été marqué par la passation de pouvoir symbolique entre le président sortant du COMESA, Hakainde Hichilema, et son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, dans mon mat pour les commentaires. En intervention, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, s'appuyant sur le thème du sommet, accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme, a appelé à l'union des forces pour créer des opportunités durables pour les populations de la région, soulignant l'importance de l'intégration pour sécuriser l'avenir du continent. Face aux défis de notre époque, nous avons le devoir d'agir avec ambition et vision, a déclaré le président. Il a encouragé les États membres à considérer l'Afrique comme un réseau de partenaires capables de se protéger mutuellement face aux fluctuations du marché mondial, tout en prenant en compte la menace du réchauffement climatique. Le président a également insisté sur la nécessité de transformer les ressources brutes en chaînes de valeur, affirmant que cela ouvrirait la voie à la création d'emplois et permettrait à la jeunesse de façonner l'avenir du continent. La République démocratique du Congo se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique, a-t-il ajouté, évoquant le potentiel agricole et minier immense de son pays. En abordant le développement du tourisme durable, il a souligné que la valorisation des écosystèmes et du patrimoine culturel pourrait transformer ces secteurs en piliers économiques tout en préservant l'environnement. Le président a conclu en rappelant que la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Il a mis en lumière les défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée, notamment à l'Est où des forces négatives freinent le développement. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité, a-t-il déclaré, tout en affirmant l'engagement de son pays dans le processus de pacification des provinces touchées par les conflits. Ce sommet, en réunissant les chefs d'État et de gouvernement, constitue une étape importante dans la promotion de l'intégration régionale et le développement économique durable en Afrique de l'Est. Des Bujumbura rentrant en RDC par les territoires d'Irumu dans la province de l'Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi un joli coup de filet ce mercredi 31 octobre. Ils ont libéré 100 otages de main des ADF en territoire de Irumu dans la province de l'Ituri. Cette libération est le résultat des opérations de patrouille des bombardements qui ont eu lieu dans la soirée du mercredi 30 octobre dans la profondeur du village Mont Oyo. De détails avec la presse militaire de l'Ituri.
Au total, 118 otages, dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants, ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 32 06 régiment d'infanterie Léopard de main des rebelles ougandais ADF après une patrouille de combat et de bombardements dans leur milieu de retranchement dans la profondeur de la forêt de Mouyou, un groupement Badiang Bokuchu dans la chefferie de Walese-Vonkutu à l'est de Komanda. Une prouesse est saluée par la société civile, forces vives du territoire d'Irumu, Sanya Sonia Malangai, son vice-coordonnateur. Aujourd'hui, nous venons de voir les bons travail, les bons résultats que l'armée FARDC et UPDF ont fait. Il y a les hommes mal intentionnés surtout dans notre pays parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Et les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Comme la force neutralisée FARDC et UPDF est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant le temps à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, a appelé ses ex-otages à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme en les libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des EDF. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée. Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complices avec l'ennemi. Votre armée c'est bien FARDC. Signalons que ces désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes ADF dans le village Bana Congo, Baha, La Kundala, en territoire de Mambasa, il y a de cela plus d'un mois. Pour l'instant, la force mutualisée FARDC UPDF contrôle plusieurs localités sur la route nationale numéro 4 tronçon Komanda-Luna. Restons en Ituri, une de deux provinces sous état de siège depuis mai 2021. Elle porte encore les stigmates des années de guerre, mais au milieu des ruines, une lueur d'espoir se dessine et la paix s'impose graduellement sous le commandement du lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri. On observe une réduction de la violence et une sécurité renforcée dans les territoires de Djougou. Jojo Moulamba. Djougou, un de 5 territoires que quand la province de l'Ituri retrouve peu à peu son calme légendaire. Baisse sensible de violence des groupes armés, renforcement du dispositif sécuritaire et reprise des activités. Les populations ne cachent pas leur sentiment de gratitude. Dans notre entité et sur le plan général, l'entité est calme par rapport à ce que nous avons vécu avant. Et nous voyons beaucoup de différences, beaucoup de changements et la tension va à la baisse. C'est pour nous quelque chose d'important qu'il faut signaler à toute la population. Un autre point d'orgue des opérations conduites par le lieutenant-général Johnny Luboya, c'est la réintégration des ex-miliciens Codeco et FPIC dans la vie civile. Au moins, 6 groupes armés ont déjà déposé leurs armes et ont choisi la voie de la réintégration. Ce sont les difficultés de la vie qui m'ont fait m'engager. Je n'avais pas besoin d'aller en brousse, mais j'ai perdu mes parents et la pauvreté m'y a poussé. Plus tard, j'ai décidé de quitter la rébellion pour promouvoir la paix dans notre pays. J'ai déposé les armes. Aujourd'hui, je suis dans cette communauté. Ce que vous me voyez faire, c'est le premier travail que l'on m'a confié, celui de travailler sur la route pour percevoir une petite somme qui va m'aider, car la vie devient de plus en plus difficile. Instauré en mai 2021, l'état de siège vise à restaurer l'autorité de l'État et neutraliser les groupes armés. Malgré quelques poches de résistance, cette mesure a permis de réaliser des avancées significatives.
Et en parlant des progrès notables ce jeudi 31 octobre 2024 à Banzangungu, dans le Congo central, a eu lieu la cérémonie d'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Ces moments historiques soutenus par l'OMS, l'UNICEF, Gavi et d'autres organisations marquent un tournant décisif dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui cause la mort en RDC, la mort d'un enfant toutes les 2 minutes. Damani Mujinga pour les commentaires. Selon des statistiques, un enfant meurt au Congo toutes les 2 minutes à cause du paludisme, ce qui représente près de 500 000 décès chaque année. Les pertes économiques liées à cette maladie ne sont pas négligeables, étant estimées à plus de 12 milliards de dollars par an. L'introduction du vaccin contre le paludisme en RDC constitue une avancée significative pour le gouvernement et ses partenaires. Elle représente un espoir renouvelé pour nos communautés, en particulier pour les enfants et les populations vulnérables qui souffrent le plus de cette maladie. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés par le paludisme dans le monde. Cette maladie constitue un fardeau sanitaire et économique considérable. Malgré les possibilités de prévention et de traitement, le paludisme reste l'une des principales causes de décès en RDC. La RDC a décidé d'introduire le vaccin de manière progressive en commençant par la belle province du Congo central, intégrant le vaccin dans le programme de vaccins de routine pour les enfants de 0 à 23 mois. Pour la période 2024-2025, la RDC a déjà mobilisé près de 9,5 millions de doses de vaccins, témoignant de l'engagement des partenaires à étendre cette initiative à l'ensemble des 26 provinces du pays. Des résultats encourageants dans d'autres pays africains, comme le Ghana et le Kenya, montrent que l'utilisation de ce vaccin a permis de réduire de près de 50% les cas de paludisme chez les enfants. Combiné avec d'autres stratégies de prévention, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 75%. Cet événement est l'occasion pour la RDC et ses partenaires de renouveler leur engagement collectif pour éradiquer le paludisme et protéger la santé des générations futures. La coopération multilatérale est essentielle pour atteindre ces objectifs ambitieux et chaque avancée compte dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Une brève dans ces journaux, c'est jeudi 31 octobre a démarré à la Chambre basse du Parlement l'examen du projet de loi de finances exercice 2025 avant son adoption. Ce premier projet de loi des finances du gouvernement souminois est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49,847 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 chiffré à hauteur de 40,464 milliards de francs congolais. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis dans un registre différent, le vice-président de la République du Zimbabwe, Dr Chiwenga, a donné le coup d'envoi des travaux du 7e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. C'est jeudi 28 octobre au Zimbabwe. L'événement s'est déroulé en présence de presque tous les présidents des juridictions constitutionnelles de pays africains, dont les Congolais Dieudonné Kamuleta Badibanga ainsi que plusieurs personnalités de l'Union africaine et d'autres continents. La dignité humaine en tant que valeur principes fondamentaux, source d'interprétation constitutionnelle pour la protection et l'application des droits fondamentaux de l'homme, tel est le thème des assises de ce 7e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CJCAN en sigle, ouvert ce jeudi 31 octobre par le vice-président de la République du Zimbabwe, Dr Chiwenga. Cet événement se déroule sous le chapiteau de l'Elephant Hills Hotel au Zimbabwe. Cette
première journée a été marquée par plusieurs panels, notamment celui consacré à la dignité humaine en tant que droits et libertés fondamentaux de l'homme, dirigé par le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamboulé Tabadibanga, qui a coordonné les différentes interventions. Je tiens à mon nom propre et à celui de toute ma délégation à remercier le président de la Cour constitutionnelle du Zimbabwe pour l'accueil dont nous sommes bénéficiaires et de toutes les conditions qui sont mises à notre faveur. Je remercie aussi avec lui le président de ce congrès ainsi que le secrétaire général pour l'organisation assez efficiente de ce congrès dans lequel nous voguons déjà. Nous signalons que ce vendredi 1er novembre, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC prendra la parole pour s'adresser à ses homologues africains et à ceux venus d'autres continents sur les sous-thèmes intitulés « La dignité humaine comme source d'interprétation constitutionnelle ». Cette intervention scientifique mettra en évidence le travail accompli par la Cour constitutionnelle dans la protection de la dignité humaine. En revenant à notre actualité nationale, à Kinshasa, l'évolution de l'insalubrité et la dégradation de la nature ont pris des proportions inquiétantes, profondément enracinées. Cet état de choses a plongé les Kinois dans une insensibilité sans précédent et est devenu un épiphénomène. Pourtant, vivre dans un environnement insalubre ne pas sans conséquences sanitaires. Rachel Misenga pour le détail. Les rues, les quartiers et les espaces publics à Kinshasa sont couverts de déchets de diverses natures. La problématique de la gestion des déchets ménagers est l'un des problèmes majeurs et récurrents qui gangrènent la ville de Kinshasa. L'évolution de l'insalubrité et la dégradation de la nature ont pris des proportions inquiétantes. Presque tout le marché et avenues de Kinshasa sont gorgés des immondices. Certaines directions sont impraticables du fait de l'accumulation des déchets. Profondément enraciné, cet état de choses a plongé les Kinois dans une insensibilité sans précédent. Pourtant, vivre dans un environnement insalubre ne manque pas de conséquences sur la santé de la population, comme le précise le docteur Trésor Mbouyi. La maladie auxquelles les gens sont vraiment directement exposés, en commençant d'abord du fait qu'il y a des immondices de poubelles à côté et que les gens vendent, ou soit il y a des mamans qui vendent et certaines personnes qui font même le marché là-bas, c'est la fièvre typhoïde. Vous voyez, il y a des mouches qui parfois, ils sont tout autour de ces immondices-là, et puis ils viennent encore se mettre dessus de ce que les gens mangent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont présenter à la longue la fièvre typhoïde. Et puis les gens sont exposés à faire parfois des syndromes grippales à cause de poussière. Parfois, il y a certaines qui inhalent ces poussières-là sans pour autant avoir l'idée de ce qui représente le danger. Et il y a des moustiques qui naissent à partir de ces eaux qui sont sales. Et ces moustiques-là, c'est eux qui vont piquer le paisible citoyen et qui vont présenter dans un délai bref la malaria. Les autorités de la ville s'évertuent à nettoyer la ville de ces détritus, mais le succès n'est pas encore au rendez-vous. Les défis est de taille. Kinshasa, ville de plus de 15 millions d'habitants, produit chaque jour environ 10 000 tonnes de déchets. Dans son programme intitulé Kinshasa et Zobonga, le gouverneur de la capitale congolaise a mis en place un programme de 4 ans dont le budget total culmine à un peu plus de 10 milliards de dollars américains. Par ailleurs, de nouvelles mesures routières ont été mises en marche depuis ce lundi 28 octobre 2024 pour fluidifier le trafic à Kinshasa. Plusieurs avenues, notamment Ngouma, deviennent des tronçons à sens unique alternés de 5h à 10h et de 15h à 21h. Une situation qui ne laisse pas la population indifférente. Rosie Thieu. Conduire à Kinshasa s'apparente à une mission impossible. La circulation routière est très chaotique. Tout le monde se promène à sa manière, qu'il s'agisse des piétons,
des motos ou des véhicules qui quadrillent la ville. Le code de la route n'existe plus. Pour lutter contre cette situation dans la capitale, la Commission nationale des préventions routières et l'Office de voirie et drainage ont pris certaines mesures. Il s'agit notamment d'une présence accrue de policiers dans différentes intersections, d'une mise en place de la circulation à sens unique dans certaines routes à forte affluence et l'installation d'une circulation alternée dans d'autres. Des mesures prises sous l'autorité du ministère de Transport, voies de communication et désenclavement, du ministère d'Infrastructure avec le concours du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la police nationale. Cette situation semble être bonne pour certains, mais elle reste encore sous observation le temps de voir si elle pourra apporter une solution au problème de la circulation routière dont fait face la population. J'en ai fait le constat aujourd'hui matin, dès que je viens de sortir, j'ai remarqué qu'il y a un changement de mesures. Alors, à mon humble avis, si cela peut nous aider à pouvoir nous retrouver, en fait, pour nous aider à éviter les embouteillages que nous avons souvent dans la ville, ce serait une bonne chose. Mais je ne sais pas si ça va vraiment produire. Nous sommes en train d'observer. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment ça va faire pour que ça puisse nous aider à pouvoir sortir de ces difficultés que nous avons, tous les embouteillages chaque jour. Je ne sais pas si ça va vraiment nous aider. Les mesures prises sont bonnes, mais elles nécessitaient de bonnes études afin d'être appliquées, car il y a plusieurs facteurs qui favorisent les embouteillages, notamment le non-respect du code de la route et le problème des infrastructures. Les mesures sont bonnes, mais apparemment les autorités n'ont pas fait une bonne étude pour connaître un peu les détails avant de prendre de pareilles mesures. Parce que d'abord nous avons un problème à Kinshasa, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas le code de la route, nous conduisons complètement en désordre, on ne respecte absolument rien. Alors prendre de pareilles mesures sans pour autant mettre même des signes ou quoi que ce soit, au lieu de résoudre les problèmes ciblés, au contraire cela a aggravé. Vous pouvez constater que les embouteillages sont devenus encore intenses qu'auparavant. En tant que citoyen, les animaux passent. Pour nous, nous avons un problème d'abord, il y a Banzela. PMI balai, nous avons un problème, il y a transport. Il faut qu'il y ait état gendarme. État gendarme, ce qui est ali, réglementation et vous allez mal. Et là, quand on ressemble à gouverneur, il y a ville. À côté la lieu et à transport, il y a ministre et à transport, Jean-Pierre Bemba. Parce que hausse de prix et Zali Makassi, paie, nous allons les alité. Kinshasa s'étend sur 9 965 km le long de la rive du sud du fleuve Congo au niveau du pôle Malébo, est en proie à une urbanisation rapide. D'ici 2030, la population de la capitale devrait atteindre 20 millions d'habitants et 26 millions d'ici 2040, ce qui en ferait la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique subsaharienne juste après Lagos au Nigeria. Cette croissance démographique rapide accentue les défis en matière de transport et d'infrastructure, contribuant à une congestion routière persistante et à une perte économique pour la ville. Il est donc nécessaire de pouvoir mettre en place des dispositions pratiques pour faciliter la circulation routière dans les jours à venir. En parlant d'actualité moins réjouissante, peu attractive, moins médiatisée et trop désordonnée, le championnat de football en RDC ne mobilise plus. Dans ce pays, le fan du ballon rond, pourtant loin d'Espagne, de Paris ou même de Berlin, se tourne vers les compétitions européennes. Comment expliquer cela? Tentative de réponse avec Blaise Kouzola. Il y a près de 20 ans, en République démocratique du Congo, des compétitions nationales et locales mobilisaient tout le monde. Des stades bondés de monde, certains fans allaient jusqu'à parier contre leurs parcelles, maisons, voitures ou contre leurs objets les plus précieux. En effet, l'attrait pour le football européen est profondément enraciné dans la culture locale. Les grands clubs comme Barcelone, Real Madrid ou Manchester United ont une base de supporters massives en RDC. Ces phénomènes éclipsent largement les clubs locaux qui peinent à susciter un enthousiasme similaire. À part le Barça et le Real, du moins le championnat européen nous livre du bon foot en tout cas. Parce que aujourd'hui, à Kinshasa, tous les clubs sont foutus. Même chez Mazembe, c'est foutu. Au Congo, il n'y a plus vraiment, il n'y a pas de championnat comme tel vraiment en tout cas. Donc les gens vivent un peu dans le stress. Maintenant, quand on trouve que non, le Barça joue bien, le Real s'exprime bien, le City va... Non, on va carrément s'accrocher. Il y a du bon spectacle, du bon foot, du génie football en tout cas. Donc on doit carrément s'accrocher à ces équipes. Que des aventuriers sur les clubs, Mazembe, et Lima, tout consort, donc ça ne sert à rien.
C'est pourquoi vous voyez cette obédience, cet engouement vers les clubs européens, vers les clubs extérieurs. Pour dire qu'en RDC, l'amour du football a atteint de nouvelles proportions. Loin des Madrid et des Barcelone, des Paris ou de Berlin, le foot européen a réussi à conquérir le jeune. Des noms comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi reviennent dans tous les débats et pronostics. D'un côté, de clubs congolais manquent de ressources financières pour attirer des talents de haut niveau ou pour investir dans la formation de jeunes. De l'autre côté, des infrastructures sportives sont souvent vétustes et mal entretenues. Pour plusieurs chroniqueurs sportifs, médiatiser des matchs au niveau national est également un défi. Les chaînes de télévision et les médias locaux diffusent des grandes compétitions européennes qui attirent plus d'audience et des revenus publicitaires. Conséquence, le public est moins exposé aux talents locaux et aux compétitions nationales. Je pense que déjà, pour qu'il y ait plus d'attrait dans cette compétition du football local, il faudrait déjà, au niveau de la diffusion, il y a une facilité plutôt d'accès au match. Il faudrait que les gens aient une facilité d'accès au match. Là, je vois déjà qu'il y a un gros pas qui a été fait avec le Chris Production et l'Icocash. Donc les matchs maintenant sont diffusés partout, même sur YouTube. Même pour nous qui sommes en Europe, on arrive à regarder les matchs. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc à ce moment-là, le prix des billets est très important aussi. Il faudrait aussi que les matchs soient beaucoup plus, comment on appelle ça, au niveau de l'équité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'équité dans ce match. Ça veut dire qu'il faut laisser surtout le problème de points récupérés au bureau. Aussi, des clubs eux-mêmes ne sont pas motivés. Ils n'obtiennent presque pas de subventions. Et même des clubs qui se distinguent n'ont pas presque de récompenses. Pour inverser cette tendance, nombreux pensent qu'il est crucial de moderniser les infrastructures, de professionnaliser la gestion de clubs, d'améliorer la couverture médiatique des compétitions locales et de promouvoir activement le football national. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de nos frontières. L'Afrique de l'Ouest, la première zone de production de karité dans le monde, dans la région. Les récentes restrictions commerciales sur la matière première au Burkina Faso et au Mali bousculent la chaîne d'approvisionnement. Blaise Kouzola. La sous-région ouest africaine, le Bénin est le pays le plus concerné par la flambée de prix consécutivement aux interdictions imposées sur les exportations respectivement au Burkina Faso et au Mali les 18 septembre et 3 octobre. Dans son dernier bulletin publié le 24 octobre dernier, les services commerciaux Nkalo rapportent en effet que les tarifs Borchamp ont grimpé la semaine dernière, se situant désormais entre 450 et 490 francs CFA les kilogrammes dans les différentes régions du pays, soit plus que le triple de prix affiché en août dernier. La forte progression de prix au Bénin s'inscrit dans un contexte global de report de la forte demande internationale sur les autres fournisseurs de la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, le prix variait la semaine dernière entre 215 et 350 francs CFA, là aussi des niveaux élevés par rapport à août, même s'ils sont plus faibles que ceux du Bénin. Dans un tel contexte où la noix de karité est chèrement acquise, les petites unités de transformation disséminées dans plusieurs départements du pays subissent la hausse de prix de la matière première. Avec leur trésorerie limitée, celles-ci peinent de plus en plus à s'approvisionner pour la transformation en beurre de karité, dont le prix reste stable et ne reflète pas le prix des amandes. Si globalement, la situation reste déjà préoccupante pour la disponibilité de produits dérivés de l'amande sur le marché local, les analystes soulignent que les stocks d'amandes commencent à diminuer dans les villages, ce qui pourrait encore tirer le prix vers le haut et aggraver les casse-têtes des unités artisanales.
Depuis le début de l'année 2024, la forte progression du cours du cacao et du café a cristallisé la tension sur le marché mondial de matières premières agricoles. À côté, le cours du caoutchouc naturel ont également grimpé et devraient poursuivre leur hausse jusqu'en 2026. Francine Moukeba. Le prix du caoutchouc naturel standard de trad TS20 devrait augmenter de 3% au cours des 10 prochaines années pour s'afficher à 1,85% les kilogrammes en moyenne en 2026. Pour expliquer cette prévision, la Banque mondiale évoque dans un premier temps la demande robuste de l'industrie automobile depuis le début de l'année en cours qui devrait se poursuivre au cours de la période considérée. À cela s'ajoute une baisse de l'approvisionnement en provenance de la Thaïlande et de l'Indonésie, respectivement premier et deuxième fournisseurs mondiaux de la matière première. Selon les données de la Banque mondiale, la production de caoutchouc naturel dans ces deux pays a diminué de 8% et 13% respectivement sur les 12 mois se terminant en août 2024. Cette situation est en partie liée à la réduction des précipitations en Asie du Sud-Est causée par les divers facteurs climatiques induits par les phénomènes El Niño. Les prévisions de la banque interviennent alors que les prix de la matière première sont à des niveaux plus élevés depuis le début de l'année. De plus, les conseils EVA palmier à huile a interdit depuis novembre 2023 l'exportation des fonds des tasses d'EVA dans le but de garantir un approvisionnement suffisant pour les usines de transformation au niveau local. Selon les données de la Direction générale des douanes, la Côte d'Ivoire a exporté plus de 1,8 million de tonnes de caoutchouc naturel pour une valeur de 1,2 milliard de francs CFA, environ 1,9 million de dollars sur les marchés internationaux en 2023. Place à présent à la revue de presse. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons par la coopération Kinshasa-Kampala, dans lequel Forum des As titre Tshisekedi et Museveni déterminés à continuer à traquer les ADF. Deux points essentiels étaient sur la table au milieu de cette rencontre. Il s'agissait de la sécurité et l'économie. Les deux vies sont déterminés à traquer les ADF, ces groupes terroristes ougandais qui continuent à s'aimer la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont évoqué les sujets hier mercredi 30 octobre lors du tête-à-tête qu'ils ont eu à Entebbe. L'occasion s'est avérée propice pour Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni d'évaluer l'efficacité de leurs forces conjointes sur le terrain. En ce qui concerne la sécurité, ils ont également abordé la question de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, alimentée par les avancées du M23 dans le Nord Kivu. Selon les confrères RFI, Yoweri Museveni n'a jamais pris position publiquement sur le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali. Le président de la République Félix Tshisekedi repart de Entebbe plutôt confiant et optimiste. Le journal, dans le même ordre d'idées, signale et rappelle que le président Félix Tshisekedi et Museveni se sont rencontrés la dernière fois en février 2022 au Congo-Brazzaville en marge du sommet quadripartite d'Oyo avec leurs homologues Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza et Faure Gnassingbé et Yadema du Togo autour des efforts de pacification de la région de Grand Lac, a fait savoir la source. Il rajoute qu'il y a 2 semaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait une réunion de travail avec la délégation du commandant de la force terrestre ougandaise conduite par le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe. Le président Félix Tshisekedi a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda afin d'éradiquer l'insécurité dans cette région. La référence plus titre de son côté: aujourd'hui au Palais du Peuple, mobilisation générale des députés honoraires pour réclamer leurs droits. Ils étaient en ébullition ce jeudi 31 octobre. Les députés nationaux honoraires de la législature 2018-2023 et ceux réélus se sont donné rendez-vous pour réclamer leurs droits au gouvernement souminois avant que le vote du projet de budget de l'exercice 2025
2025 en examen à l'Assemblée nationale. Depuis juin 2024, ils revendiquent sans être attendus. Ainsi, tout le peuple pour réclamer le paiement de leurs titres de voyage, émoluments et autres avantages dus. À l'unisson, ils disent non au message de démobilisation humiliant et autres promesses fallacieuses qui ne sont pas loin de la distraction pure et simple. Parlons société, Info 27, titre, crash d'hélicoptère Indolo, 3 militaires décédés. Un pilote et 2 membres d'équipage sont morts dans le crash d'un hélicoptère de l'armée mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport d'Indolo, situé dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Le pilote bloqué par sa ceinture est mort lorsque l'appareil a explosé. Ses 2 compagnons ont perdu la vie lors de leur évacuation à l'hôpital HJ de Limete. Les circonstances entourant les crashs ne sont pas encore connues et une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame, a annoncé le gouvernement. Dans le propos rapporté par l'ACP, rendu par le quotidien Info 27, le bourgmestre de la municipalité de Barumbu, Christophe Lomami, a recommandé l'évacuation d'un marché illégal afin d'épargner les vendeurs aux alentours de l'aérodrome de Ndolo de tout risque. Nous disons à ceux qui occupent le long de l'avenue Bokassa du côté de Barumbu que cet espace n'est pas approprié pour le commerce. Nous devons dégager les vendeurs de cet endroit pour éviter d'enregistrer dans les jours à venir des situations compliquées. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a participé ce jeudi à la cérémonie d'ouverture du 23e sommet du COMESA à Bujumbura, marqué par la passation symbolique du pouvoir entre le président sortant et entrant. Lutte contre le paludisme, la cérémonie d'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination en RDC a eu lieu ce jeudi à Mbanza-Ngungu, dans le Congo central. Un moment historique qui marque un tournant dans la lutte contre le paludisme. Et puis en international, vous avez suivi également la forte progression de prix des carités au Bénin s'inscrit dans un contexte global de report de la forte demande internationale sur les autres. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.